Bertrand, il y a des inondations Mhm. terribles qui frappent l'Espagne ces dernières heures. On a vu des images incroyables de torrents d'eau en pleine ville qui embarquent des voitures, qui détruisent des habitations, qui saccagent absolument tout sur leur passage. Ça a un côté apocalyptique, cataclysmique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la fin du monde qui commence, quoi. Hein, mais si tu te souviens bien, elle avait commencé déjà il y a quelques semaines, parce qu'en France, il y a eu des inondations aussi, à cause des épisodes Cévenol. Et déjà, à ce moment-là, eh bien, on disait le changement climatique. Et d'ailleurs, Michel Barnier est allé sur le terrain et a dit il faut se préparer, il faut s'adapter. Et effectivement, c'est le nouveau mot, on l'avait déjà dit. Donc moi, je pense que ce qu'on appelait autrefois les politiques de prévention des risques naturels, ça va s'appeler les politiques d'adaptation au changement climatique. Tu vas voir. Mais en fait, c'est exactement les mêmes politiques qu'on menait avant, même si tu enlèves le sujet du climat, quoi. Donc bref, aujourd'hui en Espagne, effectivement, il y a de grosses inondations dans la région de Valence. Valence qui est située sur la côte est de l'Espagne, assez au nord d'ailleurs. C'est pas très, très loin de la région de Barcelone. Et donc des grosses inondations qui sont l'occasion pour un certain nombre d'écologistes fous de rappeler que c'est le changement climatique. Et c'est Sandrine Rousseau, par exemple. Elle a même dit, Sandrine Rousseau, que vous vous rendez compte, le malus automobile a été écarté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et voilà les conséquences, quoi. Alors, je caricature un peu, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, de toute façon, imagine-toi que changement climatique, on va pas l'arrêter, même en ayant comment dire, des mesures drastiques. Et donc, il va falloir s'adapter, quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, tu as par exemple Clément Sénéchal, là, qui a sorti un bouquin et qui dit ah non, non, ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes politiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas agi en amont, et donc finalement, c'est le résultat de nos politiques, quoi. Bon, bref, en fait, dans la région de Valence, c'est hyper connu pour y avoir des inondations. Et en fait, des inondations qui arrivent toujours, enfin pas toujours, mais très très souvent, cette région est connue pour avoir des inondations à l'improviste. On s'y attend pas, il peut faire très très beau, et puis tout à coup, il y a une espèce bah, la pluie tombe, un peu comme les épisodes Sevenol en France. Et d'ailleurs, alors j'ai vu un terme, je ne sais pas si c'est approprié pour celle-là, mais c'est la gota fria, bah, c'est la goutte froide sans doute, la dépression isolée en haute altitude, et alors t'as une pluie phénoménale. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, que ça est arrivé plein de fois dans l'histoire, et notamment tu as les inondations à Valence de 1957, qui ont fait 81 morts. Hein, parce que tout le monde dit que c'est inédit, etc. Bon là, je crois qu'on est à 100 morts, quelque chose comme ça, donc c'est très important, hein. Il ne s'agit pas de minimiser l'événement. Mais est-ce dû aux variabilités naturelles du climat ou au changement climatique? D'ailleurs, c'est impossible de savoir, enfin tout ça n'a aucun sens. Mais enfin, ça s'est produit déjà en 1957, et après ça s'est reproduit, je crois que c'est en 82, puis en 2007, il y a eu aussi des inondations très importantes. Et alors aussi, il y a des extraits là, qui ont été retrouvés sur Twitter, notamment d'un livre qui raconte, enfin, qui parle de cette région-là, où ils disent que depuis la reconquête espagnole jusqu'en 1949, Valence a été dévastée 28 fois. Donc c'est vraiment une région très très connue, et c'est toujours ce qu'on appelle ça s'appelle voilà, les inondations de Toussaint, parce que ces inondations, elles arrivent toujours à la Toussaint, et c'est la Toussaint, et c'est arrivé, bah oui, comme j'allais dire très très souvent. Et donc, en fait, alors, ce qui est marrant, c'est que tu as Marco Nius là, sur Twitter, hein, qui est quelqu'un qui, à chaque fois, prend des données et discute les climato-alarmistes, et il les met devant leurs contradictions, en fait. Et c'est marrant parce qu'il est allé lire, ou il a retrouvé sur parce que tout le monde dit oh, on n'écoute pas le GIEC le prévoyait, etc. Or, le GIEC dit dans son rapport, et je suis allé vérifier d'ailleurs, et c'est effectivement ce qu'il dit, il dit qu'il y a une diminution des inondations fluviales et pluviales, des risques d'inondation alors diminution de 5 à non, de moins 23% par décade entre 1960 et 2010, pardon, 23% par décade de diminution des inondations, des risques d'inondation. Et il faut une prévoyance, le GIEC, qui est assorti c'est moyennement fiable, disons, ce qu'ils disent, peut-être faiblement fiable, je crois, ou moyennement très très fort,
etc. Et donc là, c'est moyennement fiable. Et ils disent que les projections, c'est plutôt qu'il y ait une baisse entre 5 à 11% dans le pourtour méditerranéen, si tu veux, et aussi à l'est de l'Europe. Donc en fait, quand les gens disent le GIEC l'a prévu, que ça augmente, bah, non, ils ont prévu que ça augmente effectivement à l'échelle de l'Europe, mais sur la zone sud de l'Europe, ils ont prévu que ça baisse, tu vois. Donc c'est exactement ce que dit le contraire, hein, c'est ce que dit le GIEC finalement. Enfin bref, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout ce qu'il faut se retenir, c'est que c'est quand même des phénomènes qui sont habituels. Donc je l'ai dit, et notamment il y a aussi eu à Barcelone en 1962, écoute bien, il y a eu 800 morts. Là on est à 100 morts. Il y en a eu 800 en 1962 dans la région de Barcelone, et c'était aussi en octobre, je crois. Donc tu vois, c'est toujours à la même date. Donc c'est des phénomènes finalement qui sont assez connus. Et en fait, alors tu as la question aussi qu'on a bien vue, parce que tu as des climatologues, c'est ça qui est intéressant, qui sont intervenus dans le débat. Il y a plein de gens comme ça qui ont dit attention, arrêtez de dire que c'est forcément lié au changement climatique, etc. Ça existe depuis longtemps et qui ont mis en perspective. Tu as beaucoup de gens, et même des climatologues du CNRS, qui ont pris la parole pour dire ça. Et ils ont mis aussi en parallèle les constructions, parce qu'évidemment, plus tu as de construction et plus tu as de problèmes d'inondation, puisque tu as des zones, voilà, tu as des zones beaucoup plus peuplées qu'avant. Et effectivement, la région de Valence, comme beaucoup de régions urbaines d'Europe, c'est beaucoup étendu dans des zones, par exemple, où il y avait beaucoup de vergers avant. Et donc, évidemment, l'eau circulait mieux, enfin, pénétrait mieux dans le sol. Et puis, elle tombait où il y avait des inondations, là où il n'y avait personne finalement. Aujourd'hui, il y a des constructions, etc. Et on a beau se préparer, en fait. Mais je dis même si les sols sont perméables, c'est-à-dire peuvent laisser passer l'eau, quand tu as ces quantités d'eau qui tombent, de toute façon, tu ne peux rien faire. Enfin, je veux dire, ça va créer forcément des inondations. Ça n'a pas le temps de pénétrer le sol, c'est beaucoup trop violent, en fait. Donc forcément, ça va créer ce genre d'événement. Et le problème, c'est qu'on n'est pas tout à fait préparé. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des inondations, on s'aperçoit que qu'est-ce qui résiste le mieux, enfin, ou ce qui n'est jamais inondé, etc., c'est toujours les villes historiques. Parce que, en fait, les villes historiques étaient sur des points où elles n'étaient pas sensibles aux inondations. Ça se voit à Orléans, en France, partout. En fait, tu vois toujours, on l'a vu aussi il y a 3-4 ans, là, dans la fameuse vallée dans le sud de la France, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, vers Nice, là, où tu as eu un déferlement incroyable. Et qu'est-ce qui est resté? Bah, la vieille ville, parce qu'elle était construite au bon endroit, forcément. Évidemment, plus on s'étale et plus on va dans des zones qui vont être à risque, surtout. Voilà. Donc, c'est tout à fait classique ce qui s'est passé. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, enfin, selon moi, selon nous, c'est que c'est en train de ce discours, parce que si tu veux des inondations, des phénomènes extrêmes, des feux de forêt, tout ce que tu veux, tu en as tout le temps. Parce que comme on regarde, en plus, on est connecté à l'échelle planétaire, tu as tout le temps un événement à un moment donné sur la Terre. Et à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit en France, en Espagne, en Amérique, et ben, tu as le récit climatique qui revient. Et en fait, c'est en train d'épuiser les gens et le public. Donc on n'écoute même plus toutes ces informations. Et surtout, on doute de plus en plus de la catastrophe ou du récit climatique qui est en train d'être dit, quoi. Et donc voilà, et c'est un peu pour ça que je dis, ça choque beaucoup de monde, mais Serge Jacquat, notamment l'agriculteur là, qui m'avait engueulé parce que j'avais dit que le récit climatique, de la catastrophe climatique, plus précisément, s'épuisait, est en train de s'épuiser. Parce que, voilà, t'en peux plus à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Et il m'avait engueulé en disant que c'était absolument pas normal ce que je racontais. Ben oui, mais c'est un fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on passe à une nouvelle crise, puisque c'est ça, le monde de l'écologie, il passe de crise en crise. Hein. Donc il y a la crise du climat là, mais elle est en train de passer à la crise de... De la biodiversité. Ouais, putain, t'es fort, hein. J'ai un petit peu suivi l'actualité, d'Action Écologie. Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu le nouveau sujet, quoi, la biodiversité. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé cette semaine sur la biodiversité? Les hérissons sont en voie de disparition, c'est ce que j'ai vu, et beaucoup de gens très sérieux en ont parlé puisque Hugo Clément, a sonné l'alarme et j'ai vu que Le Monde, avait fait un article Oui. aussi sur, la disparition progressive du hérisson, quasi disparu en fait, si on les croit. Ah bah, d'ailleurs, c'est quasi menacé, la bonne expression, parce que ça vient évidemment de la grand-messe internationale qui est en Amérique du Sud, je sais plus où. Et donc, à ce moment-là, tu sais, il y a l'UICN qui a apparemment remis sa liste rouge à jour. Dans les listes rouges mondiales, hein, c'est les espèces menacées. Et dans les espèces menacées
qui a changé de catégorie. Il y a le hérisson. Avant, il était en catégorie préoccupation mineure. Aujourd'hui, il est en catégorie quasi menacé. Et la prochaine étape, c'est être dans la catégorie menacée. Et à l'intérieur de cette catégorie, tu as 3 sous-catégories. Bon, bref. Donc, il n'est pas menacé puisqu'il est en catégorie quasi menacée selon l'UICN. Hein. Mais donc, ce changement de catégorie, alors c'est le hérisson, pas n'importe lequel, parce que tu as plein d'espèces dans le monde, évidemment. C'est le hérisson européen. Là, je ne sais pas son nom scientifique d'ailleurs, mais c'est le hérisson. Chez nous, bien connu, la star des réseaux sociaux, le petit hérisson. Et donc, ce petit hérisson, il diminue ses populations. C'est très fort possible, puisque d'ailleurs, ça revient régulièrement, ça. C'est un marronnier, si tu veux, chez les écologistes, parce que c'est une espèce qui est sympathique, donc les gens, ils l'adorent, et donc si on parle, c'est comme les hirondelles, c'est exactement le même cas. Si on parle de la disparition des hirondelles, les gens sont déprimés, quoi. Donc le hérisson, c'est pareil. Mais ce qu'il faut dire, c'est le hérisson, alors, il diminue très certainement parce que effectivement, tu as l'urbanisation, tu as les routes où il se fait écraser, ça c'est régulier. Il y a des gens d'ailleurs qui disent qu'il y a de moins en moins de hérissons écrasés. Donc c'est un signe qu'il y a de moins en moins de hérissons. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté ça il n'y a pas très longtemps. Et donc le hérisson, alors qu'est-ce que dit Hugo Clément, comme d'habitude? Alors il dit le hérisson, je te lis son tweet. Le hérisson, pas le tigre, l'éléphant ou le rhinocéros, le hérisson, l'un des animaux qui était le plus commun dans nos jardins. L'effondrement de la biodiversité s'observe tout autour de nous et devrait nous pousser au sursaut. Tu vois? Alors nous, on nous accuse de quoi? De faire du cherry picking. Alors que moi, je pense qu'on n'en fait pas. Mais quand on nous lit, je suis désolé, on n'en fait pas. Alors voilà un exemple parfait de cherry picking qui devrait, comment dire, révolter tous ceux qui nous ont attaqués, puisqu'il faut exactement la même chose. Il prend une espèce et puis il extrapole, l'effondrement de la biodiversité s'observe tout autour de nous. Ah bah oui, bah, si tu avais pris le sanglier ou la loutre ou le castor, tu aurais dit l'inverse. Donc tu fais du cherry picking. Donc arrête ton cinéma. Donc, alors qu'est-ce qu'il dit Hugo Clément? L'un des animaux qui était le plus commun de nos jardins. D'accord? Mais je voudrais dire à Hugo Clément que même si le hérisson a changé de catégorie, même si ses populations diminuent, le hérisson reste un des animaux les plus communs de nos jardins. C'est pas parce que la population a une tendance à la diminution qu'elle est devenue rare. Hein. Si le hérisson, si tu fais une enquête autour de toi, moi j'en fais régulièrement, je peux te dire que j'ai de la famille en région parisienne, ils ont chacun un hérisson dans le jardin qui traîne. Mes collègues, c'est pareil. C'est extrêmement commun de parler à des gens qui voient des hérissons venir dans leur jardin. Donc c'est toujours un animal qui est commun. Et ce n'est pas un animal en voie de disparition. C'est pas parce qu'une population baisse que ça veut dire que l'espèce est en voie de disparition. Non, c'est comme les hirondelles. Les hirondelles ont diminué parce que le paysage est moins favorable à leur reproduction, disons simplement. Mais l'hirondelle reste, enfin l'hirondelle, il y a 5 espèces d'hirondelles, mais les deux les plus connues en tout cas, l'hirondelle rustique et l'hirondelle de fenêtre, restent des espèces communes dans bien des endroits. Voilà, donc en fait, ce n'est pas forcément dramatique ce genre de nouvelles. Et alors, ce qui est marrant, c'est que justement, là aussi, il y a des études qui montrent, notamment en Angleterre, qu'une des raisons de la diminution du hérisson, c'est la présence de plus en plus importante du blaireau, parce qu'il y a une explosion des populations de blaireaux outre-Manche. D'ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes parce que c'est vecteur de maladies, etc., pour les bovins. Et en France, c'est pas tout à fait. Il n'y a pas vraiment d'augmentation spectaculaire. Il y a plutôt une stabilité des populations de blaireaux. Mais plus il y a de blaireaux, moins il y a de hérissons, pour faire simple. Parce qu'évidemment, un blaireau, ça mange tout, comme les sangliers, je le rappelle. Donc, dans les explications de la diminution des hérissons, il n'y a pas seulement l'histoire de l'urbanisation, etc. Il y a aussi la multiplication des prédateurs. Parce qu'un sanglier, ça bouffe tout. Alors, il ne bouffe peut-être pas le hérisson adulte, quoique, il faudrait voir, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, il faudra qu'on regarde dans la littérature. Mais en tout cas, les petits, c'est très facile à bouffer. Ils ont des épines qui ne sont pas du tout efficaces, etc. Et puis voilà, pour un sanglier, trouver un hérisson, c'est pas compliqué, surtout qu'il y en a plein en ville, des sangliers maintenant. Puis il y a d'autres animaux qui mangent les hérissons. Tu vois, le grand-duc, le hibou grand-duc, c'est un énorme oiseau, hibou, donc un oiseau nocturne, et ça bouffe ils font des pelotes de réjection, tu sais, les rapaces, là.
Et tu vois qu'ils font des pelotes où il y a plein d'aiguilles de hérissons. Et le grand-duc, le hibou grand-duc, c'est une espèce qui a beaucoup augmenté ses populations depuis les années 60 et qui vient même s'installer en ville, etc. Donc voilà, là aussi, ça, les ONG ne disent pas que quand une population va bien, elle peut avoir un impact sur une autre population qui va plus mal. Ben oui, ben c'est normal. Que les populations baissent, qu'elles augmentent, qu'elles soient stables, c'est dans la nature des choses. Il y a la stabilité, comment dire, l'équilibre du jardin d'Éden, c'est un mythe, ça n'existe pas. Tu as Donc noté ça aussi bouge. d'ailleurs, récemment une augmentation des bisons en Amérique. Ah oui, ça c'est Erwan Seznek, notre journaliste combattant, enfin combattant, qui essaye d'être objectif justement, qui a salué depuis le Yellowstone, manifestement, où il doit être en vacances, et où il a dit que les bisons étaient en augmentation assez importante. Et donc j'ai répondu, les bisons augmentent, les hérissons diminuent, un partout, balle au centre. Alors, on a aussi dans l'actualité, la question des boîtes de thon. Je crois qu'ils sont donc à 100 pleines de mercure, si on en Ouais, c'est croit ça. Mais tu sais, c'est la semaine de folie, je pense, où où le monde de l'écologie radicale est en train de perdre énormément de points. Parce ils sont tellement racoleurs, surtout, on l'a vu sur le hérisson, il y a France Nature Environnement aussi qui a fait tout un baratin. Et donc là, ils accumulent tellement de trucs ils sont en perte de vitesse. Là, c'est des gens qui vont bientôt disparaître ou en tout cas être beaucoup moins écoutés parce que c'est une accumulation de conneries ou d'alarmisme inutile. Donc ces gens-là c'est leur baroud d'honneur, si tu veux. Et là, alors c'est l'association Bloom de Claire Nouvian, celle qui avait fait un espèce de scandale sur CNews, qui est restée célèbre parce qu'elle est devenue complètement folle, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, tu vois, là où c'est pas du tout rationnel. Et donc, Claire Nouvian, ils ont fait une super étude. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette étude, je vous renvoie sur le journal d'une analyse encore du Point, je peux rien, qui a analysé ça de manière assez approfondie, et où ils se sont rendus compte que exactement les mêmes données avaient été données le 7 janvier 1973. J'étais pas né, moi. Toi non plus. Eh bien, la même donnée avait été donnée par le magazine Que Choisir. Effectivement, ça avait créé beaucoup d'émoi, parce il y avait dans le thon du mercure, en 0,3 à 0,4 mg par kilo, le mercure européen, enfin le thon européen pêché en Europe, et puis le thon américain, il y en avait jusqu'à 1 microgramme par kilo. Et donc, évidemment, c'est un poison, le mercure, mais tu sais, c'est la dose qui fait le poison. Si tu tombes sur ton pied, comme dit Jean de Kervas-Douai à la radio sur Sud Radio cette semaine, il a dit, si tu prends des petits pois et que tu les lances sur ton pied, ça te fera jamais mal, un petit pois, deux petits pois, 1000 petits pois les uns après les autres. Mais si tu prends une conserve de petits pois et que tu la tombes un seul coup sur ton pied, ça va te faire très mal. Évidemment, donc c'est pareil, là, c'est le poison. Selon la dose, évidemment, ça ne sera jamais un poison. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est dû essentiellement à une dégradation de la croûte terrestre, hein. Tu sais, il y a des volcans dans les océans qui rejettent donc un peu de mercure, etc. Et donc, évidemment, ça brasse du mercure dans les océans, il y en a. Et plus dans la chaîne alimentaire, plus tu es en haut, et plus tu accumules du mercure. Ça, c'est des trucs assez connus en écologie. Donc, les prédateurs, ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, accumulent plus de métaux lourds que les autres. Et donc, les espèces qui sont prédatrices ont plus de métaux lourds, voilà, par kilo de matière, de muscle ou de je sais pas quoi. En tout cas, le thon, effectivement, est un prédateur, et donc il a plus, etc. Mais tout ça reste dans les normes européennes, notamment le 1 microgramme par kilo, qui est plus importante, effectivement, pour le thon que pour, par exemple, le saumon. Le saumon, les normes sont plus basses. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, ça ne présente pas de danger si tu en manges raisonnablement. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le thon, en fait, c'est pas un truc qu'on mange énormément. On mange beaucoup plus de saumon, par exemple, par européen. C'est colossalement fois plus que de thon pendant une année. Et donc, en fait, ça n'a aucun impact sur ta santé. D'accord? En tout cas, c'est les normes et c'est ce qu'on a étudié
Et on estime que ça n'a pas du tout d'impact sur la santé, et donc il n'y a aucun problème avec ça. Ça existe depuis la nuit des temps. Et alors, c'est marrant parce que dans l'article, ils citent des trucs où ils sont allés étudier des vieux, tu sais, dans les muséums d'histoire naturelle et tout. T'as des saumons, ou t'as des trucs voilà, naturalisés ou je sais pas quoi, ou des squelettes. Et donc, ils sont allés analyser le squelette pour voir le taux de mercure qu'il y avait dans ces individus pêchés il y a très longtemps. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est exactement les mêmes taux dans le thon. Donc, c'est pas un problème environnemental, si tu veux. C'est un problème qui existe depuis toujours. Donc voilà. Donc si vous mangez pas de thon, genre tous les jours, hein, parce qu'il peut y avoir des passionnés de thon, non mais ça arrive, hein. Il y a des gens qui aiment le chocolat et des gens, devant du thon, tu vois, ils en peuvent plus. Il faut qu'ils bouffent du thon. Et donc, ils s'en mangent tous les jours. Alors là, ça pose un peu de problème. Et du coup, dans l'article, d'ailleurs, ils disent que si vous êtes une femme enceinte ou un nourrisson, femme enceinte, oui, ou nourrisson, ou je sais pas quoi, vous êtes petit, quoi, bon, ne mangez pas trop de thon, voilà. Mais à part ça, ça va, quoi. C'est comme le fromage au lait cru, tu sais. Quand tu es Mmh. enceinte, enfin, je sais pas si c'est arrivé, ça m'étonnerait, mais il faut pas que tu manges du fromage au lait cru. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, mais alors, ça a fait une espèce de truc comme le hérisson, quoi. Thon hérisson était au menu cette semaine. On s'est régalé, franchement. Ça a été formidable. Et justement, c'est pour finir sur la question alimentaire, je crois que tu avais un petit quelque chose à dire aussi sur la quantité d'eau pour faire de la viande qui Ouais, a drastiquement baissé visiblement. oui, oui, beaucoup baissé, parce que ça, c'est le gros truc. Mais tu sais, il y a des chiffres, je ne vais même pas les vérifier, mais ça, des trucs. C'est pour ça que je me méfie énormément. Ah oui, une étude a révélé que, tu sais, c'est toujours la même chose. La science, c'est pas la science, c'est Dieu, en fait. Et après, tu as les saintes écritures. Enfin bon. Je te passe les détails. Mais là, c'était. Oui, les études montrent que pour faire 1 kilo de bœuf, en fait, il faut 15 000 litres d'eau. Et alors, comme on n'avait pas d'eau, quand nous avions pas d'eau en France, tu te rappelles, c'était il y a un an, C'est ça. l'eau était un vrai problème. Et du coup, alors là, ça faisait un buzz pas possible. Faire de l'élevage est un scandale parce que ça va faire 15 000 litres. On va dépenser 15 000 litres pour faire 1 kilo de bœuf. Donc, il faut arrêter tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus d'eau, etc. Bon, là, il y a beaucoup d'eau. Du coup, ça n'a pas la même valeur. Mais là, apparemment, l'ADEME a fait une vidéo avec tu sais, le média brut où, alors, subrepticement, ce n'est plus 15 000 litres par kilo pour faire 1 kilo, oui, 15 000 litres pour faire 1 kilo de bœuf. C'est maintenant 500 litres. C'est descendu, alors je ne sais pas combien de fois moins, mais énormément moins, pour reconnaître. Et c'est 500 litres, et c'est même 30 ou 40 litres pour faire 1 kilo dans un système en prairie, puisque les bœufs peuvent être, comment dire, Euh, ça peut être des usines à bœufs, quoi, ou ça peut être du bœuf qui est en liberté, etc. Et donc là, c'est encore moins. Et donc, c'est moins que pour faire, par exemple, des pêches. Par exemple, tu as besoin de beaucoup plus d'eau. Ou c'est pareil pour les légumineuses, tu as besoin de la même quantité d'eau. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, dans le débat avec les écologistes fous, ils te disent toujours, ah, mais c'est la science qui le dit. Pourquoi? Parce que c'est l'ADEME, un truc national, une officine pro-éolienne, et bref, de l'écologie radicale, en fait, et qui avait sorti une étude, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il y a une étude que c'est vrai, c'est une étude que c'est fiable, et après, il faut rentrer dans le détail de ce que dit l'étude en question. Hein, je rappelle que il y a eu l'être humain a vécu pendant des millénaires sans études relues par les pairs. Hein. Et ces gens-là, avant, je dirais, la moitié du XXe siècle, étaient capables de raisonner, de faire des analyses, d'avoir des politiques ambitieuses, etc. Donc, il faut se calmer sur les études que personne ne lit, et ce n'est pas la vérité. La science n'a pas d'existence. Seule la démarche scientifique en a une. Et voilà. Très bien Bertrand, eh ben, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, à bientôt. Aimez À cette bientôt. vidéo, partagez sur les réseaux sociaux. Et on va juste redire un petit mot du colloque, hein, c'est dans 15 jours Ouais. maintenant. Voilà, inscrivez-vous. Oui, il y a toujours des places. Hein. De Et moins en puis, moins, mais oui, il faut venir, il faut s'inscrire, voilà. On a de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Il reste de la place, donc si vous avez envie de venir, les places sont toujours disponibles. Les inscriptions sont toujours ouvertes, n'hésitez pas, ce sera un moment très intéressant. c'est au cœur de Paris. Voilà. À bientôt. À bientôt à tous. Salut.